Sarah. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton activité que tu vas présenter dans le cadre de la journée sur la Terre-Mer. Donc, comme on le sait, depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations unies avait désigné en fait le 22 avril comme la journée mondiale de la Terre. Et je sais que l'organisation internationale Nouvelle Acropole a décidé en fait d'adhérer à cette initiative de l'ONU depuis 2021. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de cette journée de la Terre-Mer et comment aussi ton activité sur l'efficacité énergétique et la philosophie s'inscrit dans ce courant-là? Donc, merci Sarah, merci pour l'introduction. En fait, oui, la journée de la Terre, la journée mondiale de la Terre est une initiative de l'ONU qui existe depuis 2009, comme tu l'as mentionné, et depuis Nouvelle Acropole internationale, dont je suis membre depuis 2010 déjà. Donc, au fil des années, je sais qu'on a fait des activités dans le cadre de la journée de la Terre, mais aussi en lien avec la Terre en général ou avec la nature, parce que la philosophie, à la manière classique, inclut, ou plutôt cette quête de la sagesse, cette mise en pratique aussi de cette compréhension de la sagesse. Donc, c'est de devenir philosophe, donc des amoureux de la sagesse. La sagesse qui dit sagesse dit connaissance des lois de la nature, des lois de la vie et des lois de la nature. Donc, c'est sûr qu'au fil des années, on a fait plusieurs activités en lien avec la Terre ou avec l'environnement ou avec la nature depuis que je suis là. Et puis, la philosophie permet de faire le pont entre les différentes connaissances, à la fois scientifiques, artistiques et culturelles de l'humanité, c'est ce qui est fantastique, en fait, parce que faisant l'étude de la philosophie, ou plutôt en essayant d'acquérir ces connaissances, ben, on se met en contact avec la nature, avec l'environnement, d'une autre façon. Et on arrive à voir les liens dans la science, dans les découvertes de la science, avec apprendre à se connaître soi-même, apprendre à connaître les autres, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à se relier à l'histoire de l'humanité. Donc, ça fait une espèce de synthèse qui est cohérente, en fait, parce que nous sommes un produit de la nature. Nous avons cette capacité, je dirais, cette conscience, mais aussi cette capacité de voir au-delà des formes, de l'apparence, au-delà des différences, qui est cette capacité interne, en fait, à entrer en contact, ou plutôt à se mettre en harmonie avec les lois de la vie. Ça a l'air bien, comment je dirais, facile à dire, mais comment ça se fait concrètement? C'est ce qu'on découvre en philosophie, mais plus particulièrement avec la journée de la Terre-Mère qui, depuis 2021, là, depuis l'année dernière, Nouvelle Acropole internationale a lancé l'initiative de se mettre au diapason, tous ensemble, toutes les écoles de Nouvelle Acropole dans le monde, mais aussi avec les différents acteurs des différentes cités dans lesquelles nous sommes, dans plus de 60 pays maintenant. Et on se met en harmonie en syntonie plutôt avec cette journée, en offrant au public différentes activités, que ce soit pratiques en forêt, en nettoyage de parc, mais aussi en conférences comme nous, on va faire cette année, avec les différentes activités qu'on propose, qui amènent une autre perspective qui nous permet de s'harmoniser d'une autre façon avec la nature, avec la terre, parce qu'on parle, par exemple, dans les activités que l'on fait, de poésie de la terre. OK, la poésie et l'écriture et avec la terre. Donc, déjà, c'est intéressant de se poser la question, mais quel est le lien? Et on fait aussi sur les plantes, évidemment, sur le cosmos. Et bon, l'activité que moi, j'ai proposée à l'organisation, c'était sur l'efficacité énergétique et la philosophie. Et sous-titre, ici, on écoutait la nature. Donc, ça nous amène déjà une curiosité parce que la nature, au niveau de l'énergie, elle est efficace. On le sait en science, on le découvre. Tout est optimisé, tout est utilisé, tout est recyclé.
elle ne gaspille pas ou elle réutilise constamment. Donc, c'est sûr qu'on a à apprendre de la nature qui a plus d'expérience que nous depuis des milliards d'années qu'elle existe, la Terre comme telle. Puis, bon, sous différentes formes, mais je veux aussi dire pourquoi l'efficacité énergétique, parce que c'est un intérêt personnel que j'ai depuis déjà plusieurs années, en fait. Et j'ai orienté ma carrière vers ma carrière d'ingénieur en mécanique de bâtiment vers l'efficacité énergétique en début de carrière. Et j'ai expliqué comment j'en suis arrivé là, parce que il y a un processus. J'ai toujours eu cette curiosité pour la vie, pour la science, pour la sagesse, la philosophie. Puis, j'ai été éveillé, je dirais, au problème, je ne dirais pas problème, mais plutôt à la question de l'environnement très tôt, dans les années 2000, quand j'étais au cégep. Et on commençait à l'époque, là, à parler de café équitable ou des commerces équitables et d'environnement, de faire attention et tout ça. Bien que il y en a qui en parlent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ça veut dire que c'est pas d'hier qu'on parle d'environnement. Je me rappelle d'avoir lu Tolstoï, ses écrits des années 1800, dans le 19e siècle, et il parlait du problème de déboisement, de déforestation. Donc, c'est pas d'hier que les êtres humains s'intéressent à cette question d'exploitation ou de surexploitation de l'environnement. Mais je dis tout ça parce qu'au début des années 2000, quand j'ai commencé personnellement à m'intéresser, on ne parlait jamais, presque jamais, à la télé, aux informations de l'environnement. Je m'en souviens très bien quand ça commençait à devenir plus un sujet d'actualité quotidienne aux grandes chaînes, je parle des grandes chaînes évidemment de télé qui jamais parlaient d'environnement. Maintenant, il ne passe pas une journée tant qu'on ne parle pas d'environnement. Donc, il y a eu un changement de vision, un changement de paradigme. Et encore une fois, c'est des années et des années ça fait des années et des années que des groupes ou des individus en parlent. C'est Greenpeace est né dans les années 60, je pense. Et puis, donc, c'est pas d'hier qu'on parle dans l'environnement. Personnellement, c'est ça, j'ai été intéressé à la question au début vraiment tôt, et puis j'ai orienté ma carrière vers l'ingénierie. Puis j'ai voulu concilier les deux, c'est-à-dire mon intérêt pour l'environnement, mon intérêt social et ma carrière. C'est le pourquoi que je suis orienté vers l'efficacité énergétique. Parce que je voyais qu'en bâtiment, entre autres, c'est là qu'on pouvait avoir un impact comme individu, c'est-à-dire trouver de nouvelles idées de chauffer nos maisons, chauffer les bâtiments, éclairer de façon plus efficace et climatiser de façon plus efficace, et économiser, mettre des panneaux solaires, des éoliennes et tout ça. Donc, c'était un domaine qui était en pleine explosion quand j'ai commencé au niveau de l'efficacité énergétique. Et j'ai rencontré dans ma carrière, en début de carrière, des gens vraiment intéressants qui faisaient ça depuis des années au niveau de réduire la consommation d'énergie. Donc, j'ai beaucoup appris au niveau technique, c'est-à-dire comment faire le calcul d'économie, comment rentabiliser au niveau économique. Parce que, bon, on veut économiser, mais il y avait une question économique de rentabilité. Donc, il y a cet aspect-là qui, pour moi, en travaillant, en voyant qu'il y a des projets qui se font, il y avait énormément de projets qui se faisaient, qui se font encore pour réduire la consommation d'énergie. Mais ce que j'ai vu à un moment donné, c'est que, bon, on a une bonne volonté, on a une bonne, comment je dirais, intention de faire attention à l'environnement, mais il y a toujours le mais, ça devait être rentable, justement. Ça doit être payant pour l'entreprise, ça doit être payant pour l'industrie, qui n'est pas mauvais en soi, mais pour moi, ça faisait. Ouais, c'est toujours un petit hic donc, qui faisait OK, mais ça dépend du contexte. Donc s'il n'y avait pas de problème environnement, on ne ferait pas attention, on s'en fout un peu. Donc, ça ne venait pas de l'intérieur. Je n'aurais pas su à l'époque le dire comme ça, mais c'est dans le sens que je sentais, il me semble qu'il manque quelque chose, il manque le sens éthique, le sens moral, c'est-à-dire de le faire parce que ça doit être fait. D'arrêter de gaspiller ou de faire attention à l'environnement parce qu'on reconnaît qu'on doit faire attention. Donc, ce n'est pas des incitatifs extérieurs
qui nous fait faire des choix plus écologiques, plus économiques, pas économiques, mais plus en lien avec l'environnement, plus faire attention et puis d'être plus conscient de nos gestes. Donc, c'est pour ça que quand j'ai découvert la philosophie, ça m'a amené à une autre vision, c'est-à-dire, oui, il peut y avoir un sens éthique, un sens du devoir qui ne dépend pas de l'extérieur. C'est-à-dire, on le fait parce qu'on sent qu'on doit le faire. On sent par sens du devoir, par sens de service. Et donc, ça m'a inspiré. C'est ce qui m'a plus inspiré parce que j'ai cherché ensuite comment moi, je peux être plus éthique, plus moral, plus en accord avec mes valeurs, mes vertus, que je reconnais, avec le temps, j'ai découvert qu'elles ne sont pas actuelles. J'ai plein de défauts. Mais on pense des fois que parce que je me reconnais dans des valeurs, des vertus, qu'on l'est, mais non. En tout cas, personnellement, j'ai découvert qu'il m'en manquait beaucoup. Et donc, c'est là que débute le chemin de la philosophie, c'est-à-dire de reconnaître, OK, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à améliorer, mais aussi pourquoi je m'en vais vers ça, pourquoi je veux changer ça. Donc, et ça devient un moteur interne qui nous met en marche, qui nous met à essayer de transformer des choses. Donc, c'est le lien avec la philosophie et l'efficacité énergétique. Bon, il y a un aspect évidemment technique, mais aussi un aspect de réfléchir, de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux l'orienter? Ne pas perdre du temps, perdre de l'énergie, justement, inutilement, à faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences qui, en fait, ne nous amèneront rien ou qui apportera très peu pour la conscience. Donc, d'essayer d'optimiser un peu ce gain qui est plus au niveau de la conscience, qui n'est pas un gain extérieur que je vais gagner personnellement, mais qui est un lien avec la conscience, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à développer, mais d'essayer d'optimiser le chemin pour y arriver. Donc, c'est une espèce de lien que je trouve intéressant parce que au niveau de nos bâtiments, comment on fait pour éclairer mieux, par exemple, nos espaces, ben, il y a toutes sortes de technologies qui sont intéressantes, mais le LED, les diodes pour éclairer, qui font un travail plus efficace en lien avec ce qu'elles doivent faire. Il y a la même chose pour la ventilation, le chauffage. Donc, ça nous amène à un questionnement profond, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis, comment on veut le faire ensuite? Et puis, de plus mettre de conscience, de plus se relier à la nature d'une autre façon, plutôt que, j'ai besoin d'un bâtiment, je vais le faire comme ça et je vais le faire, je vais aller chercher ce qu'il faut pour le faire, mais en même temps, c'est plus, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux construire? Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais l'idée de l'activité, c'est un peu une perspective plus philosophique sur la philosophie et l'efficacité énergétique. Au contraire, Michel, je trouve que tu touches vraiment à des points clés passionnants et peu importe qui va t'écouter, là, je pense que ça nous donne vraiment envie d'assister à ton activité parce que tu touches justement un aspect plus technique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Tu sais, on veut optimiser les choses. Par exemple, tu parlais des technologies moins énergivores, du chauffage, des choses comme ça. Il y a aussi l'aspect psychologique. Tu sais, des fois, on se rend compte que nos choix ou notre mode de consommation ou de vie, en fait, a vraiment des impacts sur l'environnement. Mais je trouve que le lien que tu apportes qui unit un peu tout ça, c'est finalement la nature qui, elle, reste un peu un modèle pour l'être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte qu'à d'autres époques dans l'humanité, il y a eu d'autres façons de fonctionner. Peut-être que les humains étaient justement plus en harmonie ou qu'il y avait des modes de production ou de consommation d'énergie qui étaient moins justement dévastateurs comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu penses que ça s'inscrit aussi dans cette espèce de mouvement qu'on voit sur la planète où justement, il y a des gens qui vont retourner à des techniques ou des façons de voir un peu plus ancestrales, par exemple dans les constructions, des choses comme ça, pour apprendre un peu de ce qui avait déjà été fait avant au lieu de toujours comme réinventer la roue? Je ne sais pas ce que toi tu Oui, penses de ce mouvement-là ou de cette espèce d'envie de reconnecter à d'anciens savoirs peut-être perdus. oui, ce qui est intéressant, c'est le besoin humain de, de se reconnecter, je dirais, au passé, à ses racines, en fait, qu'on voit partout dans le monde, qu'on voit qui se. Bon, l'environnement, je dirais, est un vecteur pour se reconnecter à la nature, ce qui est très intéressant parce qu'on a vécu longtemps, on vit encore déconnecté. On a vécu une
comment dire, un bouleversement dans les derniers 200-300 ans qui a déconnecté l'humain, mais qui a peut-être une origine beaucoup plus lointaine que ça, si on observe l'histoire. Mais il y a eu une déconnexion de la nature et du sens de la vie, je dirais, si on en croit les philosophies d'Orient et d'Occident, qui avaient une autre vision qui se reflétait à la fois dans le mode de vie et dans le mode de construction. Parce que le mode de construction est comme c'est après, en fait. Ça doit venir de l'intérieur. Comme tu dis, il y a un aspect spirituel de se reconnecter à ce qui est plus grand, un aspect psychologique en lien avec le vécu et ensuite un aspect concret avec concrètement on vit, comment on fait nos cités, comment on les organise. Et on voit d'anciennes constructions qui sont encore debout depuis des milliers d'années. Donc, pourquoi? Alors qu'on voit des ponts qui s'effondrent après quelques années. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste une autre vision de voir que il y avait une vision de durée, une vision d'éternité qu'on a peut-être perdue parce la rentabilité est, je dirais, une excuse qui n'est pas la cause, je pense, derrière le fait de construire, on veut rapidement. Ça. On trouve ça c'est une excuse, mais c'est plus loin que ça. Il y a un manque de connexion à ce qui est plus grand, à l'éternité, je pense, au sacré, qui ferait en sorte qu'on ne construit pas pour construire, mais qu'on réfléchit, on voit, on essaie d'anticiper le lien, comment on va vivre, à quoi va servir l'espace. Et on n'a pas besoin d'aller loin au niveau des constructions pour voir le détail qui était mis dans même les tours de fenêtres, il y avait des statues, on construisait pour l'âme. C'est pas la même chose qui est très bien aujourd'hui, mais c'est très fonctionnel. C'est devenu, on fait des bâtiments carrés, puis les rues carrées pour que tout fit. Et c'est très bien, encore une fois, mais il faut peut-être trouver une espèce de moyen d'unir les deux. Ce que d'anciennes civilisations avaient peut-être fait, c'est-à-dire d'unir ce sens d'éternité, de continuité, qui dépasse combien ça coûte, à quelque chose de sacré et construire de façon à la fois beau, harmonieux, construire pour l'âme, donc une façon de retrouver ça. Donc, ça dépasse la simple fonctionnalité. Ouais, c'est ça. On est beaucoup enfermé aujourd'hui dans des logiques peut-être utilitaristes, réductionnistes. En fait, on voit les choses en fonction de, comme tu disais, combien ça coûte, des choses comme ça. Mais on se rend compte des fois que ça peut être un peu écrasant. Tu sais, passer une journée dans un gros centre d'achat en béton, bon, bah, c'est peut-être pas la chose la plus inspirante, mais comme tu dis, c'est intéressant de voir qu'on peut relier les deux, donc se reconnecter à peut-être une autre façon de voir les choses. Et justement, je pense que tu en parlais tout à l'heure, c'est aussi ce chemin de la philosophie, donc de se rendre compte, ben, on en est là maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être faire un pas de plus. Mm-hmm. Donc, Oui, tu parlais des différentes initiatives dans le monde où les gens se reconnectent à un savoir ancestral. Et je pense que ce n'est pas la question de revivre comme le passé, mais plutôt d'intégrer le passé et de le projeter vers l'avenir, c'est-à-dire comment on vit et comment on cultive nos légumes. Il y a beaucoup de nouvelles initiatives depuis des années avec toutes les permaculture, le biologique et tout ça. Le biologique était naturel avant, même la permaculture. Je vais montrer des exemples peut-être en conférence au niveau des photos, là, comment les Aztèques ou les Mayas, là, je ne me souviens plus, là, qui cultivaient dans une espèce comme aujourd'hui on revoit l'aquaponie, avec tu as des poissons, et ensuite sur ça tu cultives des légumes et des choses comme ça, mais c'est pas d'hier, c'était connu il y a plus des milliers d'années et c'était durable. Donc il faut se reconnecter justement d'une autre façon à la nature, mais avec des yeux modernes, avec notre capacité moderne, mais c'est comme si on est allé trop d'un côté, il faut comme retourner d'un autre côté pour retrouver une espèce de juste milieu pour, euh, pour se reconnecter à nous-mêmes. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, au travers des crises qu'on vit, de se reconnecter à ce qui est essentiel. ouais, merci. Puis je pense que, comme tu disais, toutes ces crises sont en fait le reflet du fait qu'on a perdu cette connexion autant à nous-mêmes qu'à la nature. Donc, je suis sûre que ça va être vraiment passionnant, cette activité. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ça ou... Non, mais je pourrais simplement conclure en invitant le public à venir assister là, à l'activité et puis à aller voir le programme. Il y a d'autres activités qu'on fait cette année
que vous pourrez trouver sur le site web. Là, on mettra à la fin de la vidéo et dans la description. Donc, on invite le public. Je te laisse conclure. Ben, je pense que c'est ça, t'en as parlé tout à l'heure, donc on a un programme vraiment riche et varié. Donc ton activité, on le rappelle, efficacité énergétique et si on écoutait la nature. Donc il va avoir lieu le vendredi 22 avril à 17h30. Ça va être dans les locaux ici de Nouvelle Acropole Montréal. Donc l'adresse c'est le 6768 rue Saint-Denis, mais vous pourrez évidemment trouver tous les détails sur notre site web avec le programme complet. Donc, comme tu le disais, on va avoir des activités sur la poésie, le cosmos, la sagesse des plantes, l'aromathérapie aussi. Donc, on vous invite à venir nombreux. Et puis, on vous remercie d'avoir regardé cette petite entrevue et restez à l'affût parce qu'on va en avoir plusieurs, là, toute une série avec les différents intervenants de la journée de la Terre-Mère. Donc, merci Michel. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt tout le monde. On espère vous voir en grand nombre.